prépare toutes mes pièces, je les coupe dans mon tissu. Ici, pour bien vous repérer sur la vidéo, l'envers de mon tissu sera la partie très brillante et l'endroit, la partie, le côté bleu un peu plus foncé et un peu moins brillant. Donc je coupe toutes mes pièces, je pense bien reporter les crans qui sont indiqués sur le patronage. Un cran, c'est donc ça par exemple, c'est une fente que je fais, donc je coupe au ciseau dans la marge de couture et ce sera un repère pour le montage. Je pense également à cranter les pièces qui sont coupées au pli et là je pense particulièrement à l'empiècement. Donc je crante le haut et le bas de cette pièce pour repérer l'emplacement du milieu et me servir également comme repère de montage. Alors petite astuce, sur ce modèle, le col va être ce qu'il y a de plus difficile à réaliser. Donc pour m'aider, et notamment, d'autant plus s'il s'agit d'un tissu très fluide, avant de couper ma pièce, avant de couper mon col, je vais mettre sur le tissu de l'amidon. Donc ça par exemple, c'est un spray d'amidon. Je vaporise sur mon tissu, je laisse imprégner quelques secondes, ensuite je repasse et ça permet de donner au tissu une tenue, alors même sur la partie non thermocollée, ça le cartonne en fait, mais ce sera temporaire puisqu'au premier lavage ça va partir. Donc c'est extrêmement utile pour les parties très délicates. Donc là j'ai amidonné mes deux cols, j'ai amidonné également l'encolure, donc sur mes empiècements. Donc là c'est un peu plus cartonné sur toute cette partie là. Et j'ai également amidonné mes pattes de boutonnage, puisque là aussi ça va être, disons, important en tout cas que ce soit bien monté. Voilà, une fois que tout est coupé, je thermocolle ce qui doit l'être. Je thermocolle donc l'envers de l'un des deux cols. Et je thermocolle deux pattes de boutonnage. Ce sera important pour donner de la solidité aux boutonnières qu'elles vont venir accueillir. Et dernière chose, je pose un droit fil thermocollant sur l'un des deux empiècements, sur le devant. Alors un droit fil thermocollant, ça peut être ça par exemple, donc là je l'ai en blanc. Celui-ci est agrémenté d'une ligne de piqûre, donc le droit fil thermocollant est quelque chose d'assez rigide. Ça va permettre de rigidifier en fait une couture. Ici ça va être important puisque là je suis dans le biais du tissu, donc de fait quel que soit le tissu, être dans le biais ça signifie avoir un tissu extensible. Donc pour éviter d'avoir une déformation au niveau de cette couture là, je pose ce biais thermocollant. Donc soit j'achète mon droit fil soit j'achète mon droit fil thermocollant tout fait dans le commerce, dans certaines merceries, soit sinon je peux tout simplement couper une bande dans le droit fil de mon thermocollant. Donc dans la mesure où il ne sera pas extensible, ça peut fonctionner de la même façon. Donc voilà, je thermocolle, je pose à cheval sur la prochaine couture qui sera ici à 1 cm du bord. Et voilà, maintenant on va commencer le montage. Alors la première étape, ça va consister à piquer 2 fils de fronce dans la marge de couture, sur le haut des deux devants et sur le haut du dos. Donc un fil de fronce, c'est un fil avec une tension quasiment nulle et avec un très grand point et que je pique, alors là à 8 mm du bord environ, je m'approche de la future ligne de couture qui sera 1 cm. Donc je pique là à 0,8 du bord une première fois, puis à peu près au milieu à 0,4 du bord. Donc pour le moment, je ne fronce pas et on va voir maintenant comment les assembler. Je vais venir maintenant assembler mes deux devants à l'empiècement qui a le droit fil thermocollé. Donc je positionne endroit contre endroit. Je fais correspondre, donc je fais bien attention à ce que l'emmanchure soit sur l'extérieur, qu'elle vienne correspondre avec celle-ci. Je positionne des épingles sur les extrémités, donc je fais correspondre les angles droits des extrémités, donc toujours sans froncer pour le moment. Et maintenant je vais pouvoir tirer sur mes 2 fils de canette. Donc les fils qui étaient sur le dessous au moment de piquer, puisque c'est eux qui vont venir facilement et qui vont froncer. Donc l'idée maintenant, c'est de faire correspondre ces deux longueurs.
en fronçant les devants. Voilà, je fronce, je fais bien correspondre, bien que je me positionne à plat. Je peux m'aider d'un poinçon, donc c'est ça, c'est une petite pointe métallique que je trouve assez pratique parce que ça permet de déplacer les fronces sans abîmer le tissu et c'est assez précis. Donc je les répartis soigneusement, je positionne autant d'épingles que souhaité, toujours perpendiculaire à ma prochaine couture, sur tout le long. Je fais ça des deux côtés et ensuite je viens piquer pour assembler. Donc voilà, j'ai bien réparti les fronces, j'ai piqué et maintenant je vais venir positionner le deuxième empiècement par-dessus en droit de l'empiècement contre l'envers du devant. Je vais faire correspondre cette même ligne, donc endroit de l'empiècement sur l'envers du devant. Et là, de la même façon, j'épingle les extrémités. Donc là, pour le coup, j'aurai les mêmes longueurs, hein, puisque ce sera c'est le même morceau, ce sont deux empiècements qui correspondent. Donc j'épingle les extrémités. Je peux positionner un peu plus d'épingles, au milieu notamment. Voilà, et là je prends toutes les épaisseurs et je pique à 1 cm. Et bien sûr, je fais pareil de l'autre côté. Voilà, alors une fois que mes deux devants sont bien pris en fourreau entre mes deux empiècements, donc la couture se trouve au milieu, donc c'est nickel devant, c'est nickel à l'intérieur également, donc aucune couture apparente. Et ensuite, j'ai écrasé au fer mes fronces et j'ai positionné les deux empiècements dans le prolongement des deux devants. Ensuite, je vais venir assembler le dos avec la technique du fourreau. Donc, je vais épingler mon dos uniquement sur l'empiècement qui sera sur l'endroit de la blouse et endroit contre endroit. Donc sur le dos, j'ai déjà au préalable piqué mes fils de fronce. Je n'ai pas encore froncé pour le moment. Je fais correspondre mes extrémités. Je fais correspondre les milieux. Donc là, il s'agit de deux pièces qui étaient coupées au pli. Donc en principe, je dois retrouver mes deux crans. Donc là, je les superpose. Côté. Voilà, une fois que j'ai mis ces trois épingles, maintenant je vais pouvoir venir tirer sur les fils de canette du fil de fronce pour froncer mon dos et donc faire se correspondre les deux longueurs. Là, je prends mon temps pour bien réaliser cette étape. Ça va être assez important d'avoir des fronces bien réparties. Donc, je vais faire un côté puis l'autre. Et là, comme pour le devant, je vais pouvoir m'aider de mes poinçons métalliques pour les répartir plus finement et positionner mes différentes épingles. Voilà, donc je fais pareil sur toute la longueur et ensuite je pique, voilà justement, il ne faut pas prendre l'épaisseur du dessous, je pique les deux épaisseurs uniquement. Donc un empiècement plus le dos. Ensuite, une fois que mon dos est piqué sur l'empiècement du dessus, eh bien je le roule, simplement pour éviter qu'il ne me gêne par la suite. Je le roule vers cette couture. Je fais de même pour les deux devants.
Et par-dessous, par ici, je viens chercher l'empiècement qui n'a pas encore été assemblé. Donc je le passe entièrement de ce côté-là. Et je viens faire correspondre son endroit avec l'envers du dos. Donc par-dessus la couture que je viens de faire. Et là, je fais correspondre les extrémités, le milieu. Et je vais pouvoir tout assembler, donc piquer ces trois épaisseurs ensemble sur cette ligne-là. Et donc là, j'aurai terminé de prendre mon dos en fourreau. Voilà, donc j'ai piqué 1 cm, donc là ça ressemble à rien, mais en fait je vais passer par l'emmanchure, le dos, les différentes épaisseurs, pour retourner le tout sur l'endroit. Et là, comme par magie, et bien c'est nickel. Donc ça c'est l'avantage du fourreau, de la méthode du fourreau, c'est qu'on ne voit absolument aucune couture, ni sur l'endroit ni sur l'envers. Donc là c'est mon envers, donc c'est parfaitement nickel. Et mon endroit est nickel également. Donc là je vais écraser tout ça au fer pour bien les positionner. Et ensuite je vais épingler toute mon encolure, mes deux empiècements de l'encolure, enfin, au niveau de l'encolure, au niveau du devant et de l'encolure. Je les épingle bien bord à bord. Et je pique à 5 mm simplement pour maintenir ces épaisseurs bien superposées, et je fais de même sur les emmanchures de chaque côté. Ensuite, je vais venir fermer les côtés du top avec la technique de la couture anglaise. Donc la couture anglaise, ça se fait en 2 temps. Le premier temps, c'est donc une couture envers contre envers, comme ici, et en piquant à 5 mm du bord. Alors moi je l'ai fait à la surjeteuse pour 2 raisons. Déjà parce que la surjeteuse 3 fils me donne une couture de 5 mm de large, donc c'est très pratique. Et puis en même temps ça recoupe les effilochures. Mais si j'ai pas surjeteuse, je peux très bien le faire avec une piqueuse plate. Je pique donc à 5 mm du bord, toujours envers contre envers. Et avec mes ciseaux, je viens recouper les effilochures. Et puis la deuxième étape, je plaque cette marge de couture d'un côté ou de l'autre, peu importe. Je replie cette fois-ci endroit contre endroit et je plie le long de cette couture. Et là, par-dessus, de façon à enfermer la marge de couture faite précédemment, je vais piquer tout le long, ici, à 0,8. Donc je peux le faire tant que je suis là sur les manches également. Donc là, j'ai commencé à faire ma première couture. Et sur l'autre manche, j'ai déjà fait la deuxième. Donc là, on voit qu'à l'intérieur, tout est nickel. On ne voit absolument aucun fil, aucune couture. Et à l'extérieur, oui, enfin, sur l'endroit, c'est parfait aussi. Donc là, c'est aussi ce que j'ai fait sur l'autre côté du top. J'ai fait la deuxième étape de cette couture anglaise. Donc elle est là. C'est parfaitement nickel à l'intérieur et à l'extérieur. Ensuite, ces coutures anglaises, je viens les plaquer sur le top vers le dos et sur la manche vers le devant. Alors, sur la manche, on repère le dos et le devant au moyen des crans. Donc, un seul cran correspond au dos et 2 crans correspondent au devant. Donc, je viens plaquer la marge de couture sur la manche vers le devant, vers là où il y a les 2 crans. Ensuite, je vais m'intéresser aux pattes de boutonnage. Donc, je les positionne 2 à 2, endroit contre endroit. Donc, à chaque fois, une thermocollée et une non thermocollée. Et je les épingle et je les assemble sur la ligne extérieure, donc la plus longue, celle-ci, en piquant à 1 cm. Alors, très souvent, je vais me retrouver en bas avec un décalage de longueur, comme ici par exemple. Donc ça c'est normal puisque le fait de thermocoller une patte de boutonnage, ça la fait très souvent rétrécir dans sa longueur. C'est pour cette raison d'ailleurs que la pièce patte de boutonnage est plus longue que la partie sur laquelle elle va s'assembler. Mais on verra ça ensemble au moment d'assembler les 2 morceaux, on pourra recouper. Je vous montrerai tout ça. Ensuite, ici je vais venir diminuer cette marge de couture de moitié.
Donc je me retrouve avec une marge de couture d'environ 0,5. Donc je la recoupe sur toute la longueur. Ça permettra à la pâte de mieux se positionner quand je la retournerai sur l'endroit puisqu'il y a une courbe. Voilà. Et de l'autre côté de la couture, donc sur cette ligne-là, sur la partie thermocollée, je viens faire un repli vers l'envers d'environ 8 mm. Pour m'aider à faire ce repli, moi je me suis fabriqué ce que j'appelle un petit couturomètre. Donc c'est sur un morceau de carton, j'ai marqué les graduations tous les 0,5 et c'est pratique parce que ça va me permettre de pouvoir repasser dessus, contrairement à ma règle japonaise en plastique. Donc je fais mon repli à la main, je l'arrête où je veux, donc légèrement en dessous de 1 et je marque au fer. Voilà, je me déplace, tac, sur toute la longueur. Je marque le repli, donc c'est ce que j'ai déjà fait sur l'autre patte. Donc voilà, mon repli est bien marqué sur tout le long, donc en déplaçant petit à petit mon couturomètre. Et maintenant, je vais ouvrir ma pâte de boutonnage pour la repositionner. Donc là, je peux marquer, écraser au fer de cette façon pour m'aider à la repositionner correctement sur l'endroit. Et j'écrase au fer. Donc voilà, mes pâtes de boutonnage sont bien préparées, elles sont bien préformées, ça va largement m'aider pour les positionner sur le top. Donc maintenant, je vais prendre mon top, je vais me mettre sur l'envers et prendre la pâte de boutonnage correspondante pour celle-ci. Hop, et je vais mettre la partie, je vais assembler, je vais commencer par épingler l'endroit de la partie non thermocollée de ma pâte de boutonnage sur l'envers de mon top. Donc je commence par faire correspondre le cran. Le cran correspond à la couture d'assemblage du devant avec l'empiècement. Donc je commence par mettre une épingle ici. Je laisse aller jusqu'en haut, là je dois avoir les mêmes longueurs, donc je fais correspondre le haut de la pâte de boutonnage avec le haut du devant. Et là je laisse aller tout le long sans étirer, donc là ce sera normal si ma pâte de boutonnage dépasse mon devant, c'est pas gênant pour le moment. Je vais de toute façon piquer sur toute la longueur, je vais assembler ces deux parties, je pique à 1 cm sur tout le long et je fais pareil des deux côtés. J'ai assemblé mes pâtes de boutonnage partie non thermocollée sur l'envers du devant. Au fer, j'ai plaqué la marge de couture bien vers la pâte de boutonnage. Et ensuite, je viens repositionner par-dessus. Donc là, ça se positionne tout seul puisque j'avais bien préformé ma pâte de boutonnage au fer. Ça se positionne tout seul par-dessus. En principe, ça vient tout juste recouvrir la couture précédente. Donc là, je peux m'aider du fer à nouveau et toujours d'épingle. Donc j'épingle bien à plat, de façon à ce que ça recouvre bien justement cette couture. Donc je me mets à plat et j'épingle sur tout le long. Donc là, c'est important de le faire soigneusement puisque ça va être très visible. Donc il faut que ce soit bien piqué, bien propre et bien régulier. Donc là, je peux mettre autant d'épingles que je souhaite. Donc là, c'est droit assez facilement. Voilà, je fais ça sur toute la longueur. Et ensuite, je viens surpiquer ici à 2 mm du bord pour terminer ma pâte de boutonnage. Alors là, un petit conseil, autant d'habitude, je trouve que c'est pas nécessaire de retirer les épingles en piquant, en assemblant des pièces. Autant là, quand il s'agit de surpiquer, il faut absolument retirer les épingles avant de passer dessus avec la machine à coudre. Ça permettra d'avoir une couture plus propre. Donc c'est ce que j'ai fait déjà de l'autre côté. J'ai terminé ma surpiqûre. J'ai bien repassé.
Donc là, ma pâte de boutonnage est terminée, elle est nickel de haut en bas. En bas, je retrouve eh bien, la longueur supplémentaire sur la pâte de boutonnage qui n'avait pas été thermocollée. Donc ça, je recoupe simplement dans le prolongement du devant. Puis maintenant, je vais réaliser le col. Alors, sur le col thermocollé, sur la ligne extérieure, je viens marquer au fer un repli de 0,5 vers l'envers du morceau. Et donc là encore, je peux m'aider de mon couturomètre sur les parties les plus droites et sur les courbes. Je peux même essayer de le faire à l'œil. Voilà. Ensuite, je vais positionner mes deux cols endroit contre endroit, les épingler. Donc là, grâce à l'amidonnage que j'ai fait au préalable, c'est plus facile puisque c'est quasiment cartonné. Donc c'est beaucoup plus facile à assembler, à piquer. Voilà, et là je viens assembler cette ligne à 0,7. Donc je commence par épingler, bien que ce soit des morceaux de longueur identique. Donc je pique sur 0,7 sur tout le tour. Et au niveau des extrémités, là je déplie le repli que j'ai fait pour piquer sur toute la longueur. Alors voilà, j'ai piqué sur tout le tour à 7 mm. Donc 7 mm, c'est généralement la largeur du pied de biche. Si ce n'est pas le cas, moi je vous conseille de marquer à la craie la ligne sur laquelle vous devez piquer, puisque là c'est très important d'avoir une couture vraiment parfaite, notamment sur les arrondis ici. Donc il faut y aller très doucement. Ça va être ce qu'il y a quasiment de plus visible sur la blouse. Voilà, et en bas, donc j'ai bien déplié mon petit repli pour piquer jusqu'en bas. Maintenant, je vais venir diminuer de moitié cette marge de couture pour permettre au col de mieux se retourner. Et puis, je vais donc le retourner sur l'endroit, bien l'écraser au fer. Et ensuite, on va voir comment le monter sur le corps du vêtement. Donc là, une petite astuce pour vous aider à bien retourner, bien faire les petits arrondis. Là, ça va être essentiel d'avoir deux arrondis vraiment similaires de part et d'autre et d'avoir une jolie ligne. Donc là, je retourne, j'écrase au fer. Donc là, j'ai commencé à bien positionner le col. Et puis là, je viens rouloter entre mes doigts. Je sens à l'intérieur, j'ai la marge de couture qui roule vers la couture. Donc je fais ça sur toute la longueur et ça m'aide, je trouve, à bien positionner cet arrondi et à faire une jolie ligne. Alors évidemment, le préalable, c'est d'avoir une ligne de couture jolie, bien arrondie, droite et comme il faut. Mais voilà, ensuite en roulotant sous les doigts, ça permet d'aider à bien positionner le tout. Ensuite, je vais venir assembler le col sur l'encolure. Donc je prends mon top sur l'envers. Et je fais correspondre l'endroit de la partie du col non thermocollée. Donc je commence par faire correspondre le milieu dos. Donc ces pièces qui étaient coupées au pli et que j'ai donc crantées en leur milieu. Je fais correspondre le cran qui est là avec le cran que je retrouve sur l'encolure. Puis l'extrémité du col avec l'extrémité du devant en passant par-dessus la pâte de boutonnage. Donc là, attention, c'est un point critique pour arriver à avoir un joli rendu. Il faut que ce soit vraiment pile poil au bord. Donc j'épingle très soigneusement. Et entre ces crans, donc ce sont deux courbes opposées qui doivent s'assembler, mais qui ont la même longueur. Donc je les positionne à plat autant que possible. Et j'épingle, voilà, sur tout le tour. Je peux mettre beaucoup d'épingles, j'aurais pas nécessairement besoin de les retirer au moment de piquer, enfin moi je trouve pas. Et ensuite je vais piquer sur tout le tour à 7 mm. Donc soit largeur de mon pied de biche en principe, soit eh bien, je trace à la craie la ligne sur laquelle je dois piquer. Hop, voilà, je termine mon bon épinglage et j'assemble mon col.
Puis une fois que mon col est assemblé sur mon encolure, je l'ai repositionné correctement. Donc là, comme j'avais tout bien préformé au fer, ça se positionne bien. Au préalable, j'ai positionné la marge de couture vers le col. Donc voilà, ça vient recouvrir et juste pile poil recouvrir la marge de couture. Donc là, je positionne quelques épingles. Je peux bien sûr m'aider du fer aussi pour repositionner correctement le col sur tout le tour. Je vérifie que ça tombe bien. Je positionne autant d'épingles que souhaité, puisque là encore, comme pour la pâte de boutonnage, au moment de surpiquer, moi je vous conseille de les retirer une à une avant d'arriver sur l'épingle. Voilà, et sur le devant, alors là c'est vraiment la partie la plus difficile à faire. L'idée c'est d'avoir le col pile dans le prolongement de la pâte de boutonnage. Donc là je vais commencer par dégager légèrement la couture. Donc je vais couper légèrement la pointe du col, donc celle-ci. Je la coupe en biais. Bon, je fais bien attention à ne pas aller jusqu'à la couture évidemment. Hop. Et là ça va diminuer les épaisseurs et donc ça va m'aider à bien positionner le tout. Donc là je rentre tout bien sur l'intérieur. Hop. Je vais donner un petit coup de fer pour mieux positionner le tout et mettre pas mal d'épingles pour m'assurer un bon résultat. Voilà, donc je continue ça sur tout le tour, je me mets bien à plat, j'utilise bien mon fer et ensuite je viens surpiquer ici à 2 mm sur tout le tour, donc pour masquer la couture précédente d'assemblage du col sur le vêtement. Donc maintenant mon col est terminé, j'ai surpiqué sur tout le tour, donc c'est parfaitement bien positionné à l'intérieur et surtout à l'extérieur, c'est le plus important. Là sur le devant, bon, j'ai presque réussi à le mettre pile poil dans le prolongement, mais c'est vrai que ce tissu est peut-être un petit peu épais et donc c'est très difficile de rentrer toutes les marges de couture pour avoir une ligne parfaitement droite. Bon, le plus important ce sera que ce soit égal entre la droite et la gauche pour rester joli. Voilà, et maintenant je vais m'occuper des manches. Pour faire une manche courte avec revers, la première étape va consister à marquer un double repli vers l'envers de mon tissu. Donc ici mes doubles replis font chacun 2,5 de large, donc quelle que soit leur largeur, quoi qu'il en soit, je peux m'aider de ça. Donc c'est un couturomètre que je me suis fabriqué sur un petit morceau de carton. Donc j'ai noté mes graduations tous les 0,5 et c'est très pratique parce qu'à la différence de ma règle japonaise en plastique, je peux repasser dessus. Donc là, ça me permet de pouvoir mesurer la largeur de mon ourlet. Donc là, je le fixe sur 2,5. Je repasse et petit à petit, je peux déplacer mon couturomètre. Donc j'ai marqué un premier repli au fer et puis un deuxième, toujours vers l'envers du tissu. Maintenant, je déplie ça, je me servirai de ces marquages par la suite et pour le moment, je vais commencer par fermer ma manche avec la technique de la couture anglaise ici. Donc je positionne envers contre envers, je mets quelques épingles au moins aux extrémités et là, je viens piquer à 5 mm, soit avec ma piqueuse plate, ma machine à coudre classique. Puis, dans ce cas, je viendrai recouper au ciseau les effilochures éventuelles. Soit je pique directement avec ma surjeteuse 3 fils pour à la fois piquer à 0,5 et couper les effilochures en une seule fois. Alors, une fois que j'ai terminé de fermer ma manche avec la technique de la couture anglaise, j'ai donc rabattu au fer la marge de couture vers le devant de la manche. Donc le devant, je le repère toujours au moyen des crans, c'est là où j'en ai deux. Ensuite, je retrouve le marquage fait précédemment et je plie tout le tour de la manche à nouveau sur ce marquage-là, une première fois. Puis une deuxième. Je repasse, je vérifie bien que
je suis à 2,5 sur tout le tour, que la largeur est respectée. Et une fois que c'est bien, je positionne des épingles. Donc là, je superpose les coutures sur la ligne de côté. Et de la même façon, sur tout le tour, j'épingle soigneusement. Ensuite, une fois que c'est terminé, je viendrai piquer ici à 5 mm du bord pour prendre toutes les épaisseurs ensemble. Donc je pique sur tout le tour à 5 mm. C'est ce que j'ai déjà fait sur l'autre manche. Donc là, ma piqûre est là. Maintenant, je peux déplier cet ourlet. Je vais positionner cette petite marge de couture vers le haut, donc j'écrase au fer. Donc là, à l'intérieur, c'est parfaitement nickel. Bon, j'ai quelques petits fils qui dépassent, mais je vais pouvoir les retirer à la main. Voilà. Et maintenant, de l'autre côté, pour terminer ce revers, je vais venir surpiquer là, à 5 mm du bord, donc en regard de cette couture-là, sur tout le tour, pour simplement faire une petite surpiqûre fantaisie. J'ai donc surpiqué de l'autre côté également. Et voilà, j'ai tout bien écrasé au fer. Donc voilà, maintenant ma manche courte avec revers est terminée. Et ça fait une très jolie finition en même temps, puisqu'aucune couture n'est apparente, ni sur l'endroit, ni sur l'envers. Alors pour les manches, donc je les avais préalablement fermées avec la technique de la couture anglaise, dans ce qu'on voit ici. Et maintenant, sur mon bas de manche, je les plie en deux et au milieu de la manche, donc je plie selon la couture, et au milieu là je viens marquer un cran, donc une fente dans la marge de couture. Puis dans la marge de couture du bas, là j'ai piqué deux fils de fronce parallèles, donc l'un à 8 mm du bord, l'autre à 4 mm, donc avec une tension du fil quasiment nulle, pour me permettre ensuite de froncer. Donc pour le moment, je les laisse comme ça. Puis, je prends mes poignets, je les ferme endroit contre endroit, j'ouvre la couture au fer, puis je les plie, je vais marquer au fer le pli du milieu, donc je plie envers contre envers. Je mets bien à plat pour le faire. Voilà, ça je vais venir écraser au fer pour marquer ce pli. Donc je l'ai déjà fait sur l'autre poignet, j'ai marqué le milieu au fer. Puis sur l'un des deux côtés, je suis venue ensuite faire un repli d'1 centimètre vers l'intérieur. Donc là toujours, pourquoi pas avec mon couturomètre ou bien à l'œil, je marque un premier repli. Ensuite, je vais venir épingler l'endroit de mon poignet non préformé sur l'envers de ma manche. Donc, je passe par-dessus, je fais correspondre les lignes de couture. Je mets une première épingle. Puis, je fais correspondre les milieux qui ont été notés au moyen d'un cran. En face, j'ai un cran. Maintenant, je vais pouvoir tirer sur mes fils de fronce de la manche pour faire correspondre les deux longueurs. Je vais épingler soigneusement et ensuite je viendrai piquer à 1 centimètre pour assembler le poignet. Donc c'est déjà ce que j'ai fait sur l'autre manche. Donc voilà, mes fronces sont toutes passées. Au moment d'épingler puis de piquer, je me suis aidée de mon poinçon pour les répartir un peu plus finement. Ensuite, je vais repositionner le poignet dans le prolongement de la manche, passer la manche sur l'endroit. Je fais ressortir mon poignet. Au fer, je peux plaquer la marge de couture vers le poignet. Et par-dessus, je retrouve les marquages que j'ai fait précédemment sur mon poignet
et donc tout vient se positionner tout seul. Donc là, quelques épingles pour m'aider, pour éviter que ça ne vrille. Avant de piquer, je peux bien sûr repasser pour écraser le tout et que ce soit d'autant plus simple à piquer. Donc là, comme toujours, je dois venir recouvrir la couture que j'ai faite précédemment pour la masquer. Hop, voilà. Je positionne autant d'épingles que souhaité et puis je surpique là à 2 mm en retirant les épingles petit à petit. Donc voilà ce que ça donne une fois que mon bracelet de poignet est assemblé. C'est parfaitement nickel à l'intérieur, à l'extérieur, j'ai plus aucun fil apparent. Et maintenant, je vais venir piquer un fil de fronce, comme j'ai déjà fait là, sur le haut de la manche, sur la tête de manche, entre l'écran devant et dos et dans la marge de couture. Donc un seul fil de fronce. Ce fil de fronce va me permettre de former un bel arrondi sur l'épaule, puisque sur la tête de manche, il y a de l'embu par rapport à l'emmanchure. Ça veut dire que cette courbe-là a plus de longueur que la courbe sur laquelle elle va s'assembler. On va voir ensuite comment. Alors pour assembler ma manche à mon top, je vais mettre mon top sur l'envers, garder ma manche sur l'endroit et passer la manche par l'intérieur pour venir la faire ressortir par l'emmanchure. Donc là je fais correspondre la couture du bas, enfin la couture du côté du top et la couture du côté de la manche. Je superpose les lignes de couture et je positionne mes épingles côté manche. Ensuite, je fais correspondre les différents crans. Alors là, sur le devant, j'ai 2 crans. Donc ils sont juste en dessous de la couture de l'empiècement, sur le devant. Je positionne une autre épingle, toujours côté manche. Le cran de la tête de manche, qui correspond à l'épaule. Enfin, qui correspond au cran que j'ai en face. Le cran du dos, et maintenant je vais pouvoir tirer sur mes fils de fronce, sur mon fil de fronce, pour à peine créer des fronces, mais en tout cas arriver à répartir ce surplus de matière côté manche. Et donc là, voilà, j'arrive à des longueurs identiques, donc ça fait gondoler un peu le tissu, mais sans créer vraiment de plis de fronce. Puis là, je positionne d'autres épingles, donc comme d'habitude, je peux en mettre pas mal. Ça m'aidera d'autant plus à piquer. Donc je fais ça sur tout le tour. Voilà, donc ensuite, une fois que mes manches sont assemblées, eh bien, je termine proprement cette marge de couture. Donc là, j'ai 3 possibilités. La première, c'est si j'ai une surjeteuse, je surjette sur tout le tour. La deuxième, ça va être avec une piqueuse plate. Soit je pose un biais tout fin pour recouvrir cette marge de couture sur tout le tour. Soit encore, je recoupe les effilochures, puis je fais un point zigzag pour terminer un petit peu plus proprement. Donc voilà ce que ça donne. Les 2 manches sont montées. Maintenant, je vais passer à la réalisation de l'ourlet du bas du vêtement. Alors pour l'ourlet, c'est un double rentré de 2 fois 7 mm. Alors moi, j'ai commencé par surjeter, mais ça ne va pas être nécessaire. J'aime bien le surjet parce que c'est pratique. Non seulement ça me marque les 5 mm, puisque là, avec 3 fils, ça surjette à 5 mm. Mais en plus ça recoupe les effilochures en même temps. Donc j'ai surjeté, ensuite à l'aide de mon couturomètre en carton, j'ai écrasé, j'ai fait un repli au fer de 7 mm une première fois sur tout le tour, et puis directement sous mon pied de biche, je vais faire un deuxième repli de la même largeur et je vais surpiquer ici sur tout le tour. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à réaliser les boutonnières. Ou pas d'ailleurs, puisque je n'aurai pas besoin d'ouvrir la blouse pour pouvoir passer la tête, donc je peux simplement coudre des boutons et coudre mes deux pattes de boutonnage superposées.
Mais si je veux faire mes boutonnières, quoi qu'il en soit, je les fais sur le côté droit, puisque ce sera le côté droit qui viendra se positionner par-dessus le côté gauche. Je fais ma première boutonnière horizontale à environ 6 cm du bas. Et celle du haut, bien soit je me réfère au patronage, soit je peux décider où la mettre. Et l'idée, c'est de la mettre environ là où débute la courbe de la patte de boutonnage, donc une autre boutonnière horizontale. Et entre ces deux boutonnières-là, je répartis les autres. Et voilà, après c'est terminé, bravo!